Bonjour Marie Redon, bonjour Boris Lebeau. Et écoutez, merci de nous rejoindre, de rejoindre Ludo Corpus en format vidéo pour une interview sur votre actualité en tant que chercheur. Pour commencer, on va commencer par une question un petit peu usuelle, c'est de vous présenter donc votre parcours académique, quelles sont vos activités d'enseignement, votre attachement institutionnel. Marie, par exemple, vous pouvez commencer? Oui, bonjour, merci de cette invitation. Moi, j'ai suivi un parcours académique assez classique, hein. J'ai fait une maîtrise de géographie, à l'époque on disait maîtrise encore. J'ai passé les concours de l'enseignement, le CAPES, l'agrégation de géographie, et puis j'ai fait une thèse qui portait sur les îles partagées. Voilà, une île, une frontière. Qu'est-ce que ça pose comme enjeu à la fois historique et géographique? Et donc là, j'ai travaillé sur Saint-Martin, sur le Timor et sur Haïti et la République dominicaine, soutenue en 2007. Puis j'ai eu un poste de maîtresse de conférence, on dit plutôt maintenant, à l'université qui s'appelait alors Paris 13, hein, qui est dorénavant Sorbonne Paris Nord. Et puis depuis, j'enseigne dans cette université avec beaucoup de plaisir. J'aime beaucoup à la fois le côté enseignement et le côté recherche. Pour ce qui est de la recherche, je suis affiliée au laboratoire Pléiade, qui est un gros laboratoire pluridisciplinaire, où on est donc en interaction avec des enseignants-chercheurs d'autres disciplines des sciences humaines et sociales, et où je co-dirige un axe qui s'appelle l'axe de recherche marge, inégalité, vulnérabilité. Et puis, je suis toujours aussi affiliée à Pléiade, Prodigue, qui est mon ancien laboratoire, là où j'ai soutenu ma thèse en 2007. C'est un laboratoire vraiment de géographie. Et c'est à Paris 13 que j'ai rencontré mon collègue Boris. Donc moi, merci pour l'invitation également, hein. Donc moi, j'ai un parcours un peu moins classique que Marie. J'ai fait également des études de géographie, d'ailleurs une partie d'entre elles à l'université Paris 13 avant d'aller à l'université de Nanterre à Paris 10. Université dans laquelle j'ai soutenu une thèse moi, en géographie et aménagement sur l'intercommunalité en Île-de-France. Donc c'était vraiment pour travailler sur les processus de recomposition des territoires institutionnels dans l'agglomération parisienne. Et puis, après cette thèse, je suis rentré comme urbaniste dans les collectivités territoriales, dans lesquelles j'ai travaillé pendant un peu plus de 3 ans, me semble-t-il, et avant d'intégrer l'université Sorbonne Paris Nord, maintenant, ex-université Paris 13, en 2009, comme maître de conférence. Et université dans laquelle j'ai beaucoup de plaisir à enseigner, à former des étudiants justement au métier de l'urbanisme et de l'aménagement. Et puis j'ai la chance de travailler avec une équipe de géographes extrêmement sympathique, dont Marie fait évidemment partie. Sur le plan institutionnel et de la recherche, je suis rattaché moi aussi au laboratoire Pléiade, hein, et on est exactement dans le même axe, tous les géographes quasiment se retrouvent là-dedans, celui-ci, qui est l'axe marge, inégalité, vulnérabilité. Voilà. Merci à vous deux. Donc maintenant, on va passer un petit peu à votre actualité, l'actualité qui était pour vous maintenant déjà en fin 2020. Vous avez publié un ouvrage qui s'appelle Géopolitique des jeux d'argent aux éditions du Cavalier Bleu. Est-ce que vous pouvez nous brosser rapidement la problématique générale de l'ouvrage et puis les grands thèmes que vous y avez abordés? Le sous-titre du livre, c'est les enjeux d'une mondialisation silencieuse. Parce qu'on s'est rendu compte que les jeux d'argent, dont la pratique relève parfois de l'aménagement du territoire, comme dans le cas des casinos, ou de la rente, vraiment de la rente de situationalisation, la localisation est très importante, mais que au-delà de ces enjeux de localisation, il y avait en fait toute une globalisation qu'on pouvait mettre en évidence, parce qu'il y a des flux monétaires, des flux culturels, des échanges qui se lisent à travers les jeux d'argent. Et puis, au-delà des aspects financiers et des lieux dans lesquels se déroulent les jeux d'argent sont aussi liés à des systèmes de représentation. Il y a toute une sociabilité qui peut se lire à travers les jeux, et les mutations à l'œuvre, les processus de transformation qu'on observe aujourd'hui à partir des jeux dits traditionnels, par exemple les combats de coq, qui sont en pleine évolution un peu partout, mais aussi les politiques qui sont mises en place par les États, qui ont tendance à de plus en plus libéraliser les jeux d'argent. Tout ça, ça nous permet de lire d'autres processus qui sont par exemple les rapports de domination entre pays dits du Nord, pays dits du Sud, la circulation des modèles aussi, l'occidentalisation des représentations. Donc, ça nous a intéressés, et c'est ce qu'on essaie de montrer dans le livre, de montrer qu'il y a des enjeux de géographie politique
à la fois à l'échelle locale et à l'échelle globale, à travers la question des jeux d'argent. Voilà pour l'idée générale du livre. Oui, alors si on veut aller un peu plus en détail maintenant dans l'articulation finalement des parties de ce livre, en fait, on a commencé par dresser tout simplement un constat de l'omniprésence des jeux à l'échelle planétaire, de voir un petit peu quel était leur poids dans l'économie mondiale, et on s'est rendu compte qu'il était vraiment considérable. Et puis aussi de faire un petit peu un bilan des enjeux politiques concernant ces jeux. Ça a été véritablement l'objet de cette première partie, et qui nous a amené à montrer comment on était véritablement rentré dans une ère mondiale des jeux d'argent, notamment avec l'essor des nouvelles technologies. Alors nous avons été attentifs à la fois au rôle des États, des gouvernements, des entreprises transnationales qui permettent la circulation de plus en plus de ces jeux dans le monde, mais aussi au rôle des acteurs locaux, et qui nous a permis de voir un petit peu ces processus à la fois par le haut, la globalisation, par les grands acteurs, mais aussi par le bas, par des acteurs plus discrets. Et puis, on s'est rendu compte aussi, on a essayé de mettre en évidence que la frontière était de plus en plus ténue finalement entre jeux en général et jeux d'argent en particulier, dans un monde où tout devient de plus prétexte à la monétarisation de plus en plus. Ensuite, on a essayé de montrer que malgré tout cela, l'espace résiste en fait, en réalité, dans le cadre des jeux d'argent, puisque les jeux d'argent sont souvent en marché d'offres. Et donc, il faut tenir les places, il faut tenir le territoire pour ces opérateurs, afin de faire en sorte que les gens jouent. Et du coup, on a été attentif justement à ces hauts lieux du jeu, à ces lieux du jeu, à la fois les hauts lieux. On a investigué des terrains comme Las Vegas, comme Macao, mais aussi voir un petit peu l'importance que peuvent avoir les casinos dans l'aménagement du territoire, mais aussi les hippodromes, qui de plus en plus sont intégrés dans des logiques d'aménagement des territoires, toujours dans cette logique de réserver une place à ces jeux dans la ville, et pour montrer cette présence physique, matérielle des jeux dans la ville. Et puis on a montré également l'importance du lien entre le jeu et l'avènement d'une société des loisirs et du tourisme. Et en général, l'un va avec l'autre. Il y a une étroite articulation entre la présence de ces jeux et le développement d'une société des loisirs et de pôles touristiques. Enfin, dans la troisième partie de l'ouvrage, on a plutôt été attentif aux mutations du secteur des jeux d'argent, qui est assez rapide et spectaculaire, et au phénomène de circulation de par le monde, qui sont évidemment liés à cette circulation aux nouvelles technologies, qui abolissent de plus en plus la distance et le temps. Et c'est d'ailleurs assez surprenant de voir que, par exemple, aujourd'hui, des parieurs dans l'Ouest africain des joueurs dans l'Ouest africain peuvent parier sur des courses qui ont lieu à Vincennes ou à Longchamp. Donc tout ça s'est rendu possible par cette circulation d'informations liées aux technologies de l'information et de la communication. On a également dressé le bilan de l'importante circulation des capitaux qui étaient en jeu avec les jeux, capitaux légaux, mais aussi de plus en plus illégaux, voire carrément mafieux. Et on a essayé d'investiguer aussi ce versant sombre de l'économie des jeux. Voilà, donc on a essayé de dresser un panorama assez complet, autant qu'on a pu, de ce rapport du jeu qui est devenu de plus en plus global, de plus en plus décomplexé, qui à la fois s'internationalise, mais en même temps rentre au plus près de l'intime des personnes et des joueurs grâce au téléphone portable où on peut jouer dans son métro, au fond de son lit, etc. On a essayé de dresser cet éventail, cette géographie à multiples échelles, qui est celle des jeux d'argent. Alors justement, là, on est un peu rentré dans les thématiques, dans les différentes parties que vous avez développées. Mais comment cet ouvrage est-il né à l'origine? Quelle a été son intuition originelle? Comment êtes-vous venus tous les deux à travailler ensemble sur ce projet? Alors sur l'ouvrage en particulier, disons que ça se différencie de la raison pour laquelle je travaille sur les jeux d'argent. L'ouvrage lui-même
le point de départ, c'est une habilitation à diriger les recherches. C'est un diplôme qu'on passe pour pouvoir diriger des thèses. Et quand il a fallu choisir un sujet pour cette habilitation à diriger les recherches, là, vous avez bien compris avec ce que Boris vous a expliqué tout à l'heure que à la fois les conditions d'existence des jeux d'argent et leurs implications spatiales en font un très bon champ d'investigation pour les géographes. Et je me suis dit que c'était là l'occasion de montrer qu'il y avait tout un champ à défricher qui était celui des jeux d'argent. Donc, j'ai voulu transformer ensuite cette habilitation à diriger les recherches en ouvrage, comme ça se fait assez souvent, d'autant plus qu'il y avait un éditeur qui était intéressé par ce thème, parce que jusqu'à présent, il n'y avait pas cette entrée géopolitique dans les jeux d'argent. Mais je me suis aussi tout de suite dit que j'avais couvert quelques terrains, quelques entrées thématiques, et encore, je les avais juste défrichées, on ne peut pas dire que je les ai vraiment couvertes, mais que à moi toute seule, j'allais pas être assez exhaustive. Alors, on n'est pas du tout exhaustive, mais en tout cas assez large dans le point de vue proposé. Et comme Boris commençait aussi à s'intéresser à cette thématique, je me suis dit que ce serait très complémentaire. Lui parlait hauts lieux, comme il en a déjà parlé tout à l'heure, mais Macao, Las Vegas, les lieux visibles des jeux d'argent. Et puis, moi, la version un peu plus discrète, et qu'à nous deux, nos approches étant très complémentaires, on allait pouvoir peut-être proposer quelque chose d'un peu plus original et complet. Et ça a donné lieu à un ouvrage, on le dit souvent, qu'on a écrit facilement, entre guillemets. Parfois, il y a des publications qui prennent beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, c'est compliqué, il y a beaucoup d'allers-retours. Là, honnêtement, en moins d'1 an, ça s'est fait et ça a été très facile d'écrire à 4 mains. On le fait très souvent pour des articles, mais moi, c'était la première fois pour un livre. Donc, voilà comment est né l'ouvrage, en tout cas. Oui, moi, même constat, évidemment. Alors, avec Marie, on avait déjà engagé antérieurement un projet sur les jeux, collectivement, avec notre collègue Delphine Granchet, sur les PMU City. Donc, on avait déjà un petit peu labouré un terrain ensemble, en fait, sur ces jeux-là. On avait présenté nos travaux à Saint-Dié. De mon côté, grâce au GIS, moi j'ai pu faire des missions à Macao, Las Vegas et Singapour pour investiguer vraiment ces hauts lieux du jeu, comme l'a dit Marie, mais c'était vraiment dans une perspective de géographie économique et urbaine pour voir comment les jeux structurent la ville. Et donc, finalement, vous voyez bien qu'en réalité, on avait une approche qui était très complémentaire. Marie avait vraiment posé le cadre, dans le cadre de son HDR, d'une étude globale sur les jeux. Elle avait des terrains au sud, dans des micro-territoires, sur des petits jeux, etc. Moi, j'avais plutôt les grands acteurs, j'avais plutôt une lecture par les grands acteurs, les hauts lieux, etc. Donc, tout ça était effectivement complémentaire. Et puis, c'est vrai que l'écriture s'est faite assez facilement. Peut-être qu'on a l'habitude de travailler ensemble maintenant depuis plus de 10 ans. Et puis, on a été bien soutenu aussi par notre éditrice, qui a fait un travail de relecture extrêmement pointilleux, efficace et rapide, ce qui nous a permis d'écrire ce bouquin en quelques mois. Ça a été très rapide. C'était plutôt une chouette expérience. Alors, un travail de recherche, même si on sait qu'il est effectué dans un cadre, une méthodologie très précise, une problématique, fait souvent c'est-à-dire des découvertes, des faits nouveaux. Dans ce projet, dans ce travail, qu'est-ce qui vous a surpris comme élément auquel vous ne vous attendiez pas à l'origine? Alors, pour ma part, je dirais que déjà sur l'ensemble de la thématique, je ne m'attendais pas à ce que ce soit si riche, protéiforme et porteur de pistes de recherche, comme une espèce de boîte, alors pas de Pandore pour le coup, mais plutôt de Matryoshka, avec une problématique dans une autre, et que ça paraît presque infini comme champ. C'est bien en ça que il nous semble que c'est un champ de recherche et pas simplement un objet, parce que on peut réfléchir à la question des jeux d'argent d'abord dans beaucoup de lieux différents et selon beaucoup d'angles différents, tout en restant avec notre approche géographique, puisque nous sommes géographes à la base. Donc, premièrement, voilà, cette ampleur qui m'a vraiment étonnée, et puis je pense que je continuerai à être étonnée par ça. Et puis après, pour donner peut-être un exemple un peu plus précis, un fait plus saillant, je crois que c'est la découverte. C'est pas vraiment une découverte dans le sens où il y en a beaucoup d'autres qui en avaient parlé avant, mais justement, j'ignorais l'existence de ce qu'on peut appeler des districts du jeu, c'est-à-dire la transformation de certains paradis fiscaux, ou plutôt leur évolution
vers ce secteur en plus d'autres secteurs, vers l'hébergement de sites de jeux en ligne. Alors que ce soit des casinos virtuels ou que ce soit des hébergeurs de paris sportifs. Parce que là, il y a vraiment tout un océan qui est en train de se déployer autour des paris en ligne, des paris sportifs. On peut parier sur tout et n'importe quoi depuis n'importe où. Ça ne vous aura pas échappé que maintenant, n'importe quel match qui est diffusé, que ce soit du foot, du rugby ou autre, c'est sponsorisé par des sites de paris en ligne. Et à côté de ce qui existe officiellement, de ce qui a été autorisé par les États, comme par exemple en France, il y a une régulation qui est assez stricte, avec évidemment des opérateurs de jeux qui remplissent un certain nombre de critères et qui sont acceptés. Mais à côté de ça, il existe aussi tout un tas d'opérateurs qui appartiennent à ce qu'on appelle en géographie un peu l'antimonde, c'est-à-dire ça n'est pas complètement illégal, mais disons que ça se met dans les interstices de la légalité et que ça fonctionne bon an, mal an, en rapport avec le monde officiel et légal des jeux. Et concrètement, c'est là où Boris disait tout à l'heure que, in fine, l'espace résiste, c'est que à peu près 80% des quelques 8000 opérateurs de paris sportifs dans le monde sont enregistrés sur un certain nombre de territoires qui sont très peu nombreux, une dizaine. Donc, c'est là où on dit que les lieux résistent, c'est-à-dire que, in fine, tout ça, ça se réduit à quelques lieux. Et ces lieux, ce sont des paradis, paradis fiscaux-sportifs, si on peut dire, comme Gibraltar, par exemple, comme l'île de Man, comme Antigua, Barbuda. Enfin, il y en a un certain nombre comme ça, Saint-Kitts-et-Nevis, ou encore l'île de Malte, dont on estime que plus de 10% du PIB repose sur ce secteur des jeux. Donc, cette concentration de hauts lieux du jeu, mais invisibles, et qui pourtant structure vraiment le secteur des jeux d'argent, des paris sportifs, là pour le coup à l'échelle mondiale, j'ai trouvé ça vraiment très, très intéressant. Voilà. Ouais, moi c'est un peu comme Marie, j'ai été assez fasciné en fait par l'ampleur et l'étendue de ces logiques de diffusion des jeux par-delà les frontières et par-delà les législations. J'y ai retrouvé finalement des grands mécanismes de circulation du capital qu'on observe depuis très longtemps, et en même temps fasciné aussi, frappé par la résistance des territoires, comme on le disait tout à l'heure, des cultures, des pratiques, et des modalités d'encadrement institutionnel et politique de ces jeux qui sont à chaque fois singulières. C'est assez intéressant à observer ça. Alors c'est quelque chose peut-être d'assez banal, mais c'est quand même toujours frappant. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'en ce moment, je prépare une HDR, moi aussi, sur le lien entre géographie et idéologie, et je me focalise plus particulièrement sur le néolibéralisme. Et j'avoue que ces recherches sur les jeux qui m'ont ouvert à de nombreux territoires dans le monde, elles me permettent de mieux identifier l'ancrage de l'idéologie sur laquelle je travaille à l'heure actuelle, de bien comprendre comment elle s'ancre en fait dans la pensée occidentale. Et paradoxalement, ça m'aide à beaucoup mieux relativiser et à mieux serrer son emprise sur le monde, de cette idéologie néolibérale. Pardon, excusez-moi. Voilà, donc c'est pour moi, c'est vraiment. Je m'attendais pas du tout à ça parce que j'avais vraiment la volonté de faire une HDR sur un sujet très différent en fait, et je m'aperçois que tout ce que j'ai pu faire dans le cadre des jeux, en fait, ça enrichit énormément mes travaux. Donc c'est vraiment plutôt une très bonne chose. Oui, donc vous soulignez ce qu'on retrouve parfois chez les chercheurs qui travaillent avec le GIS ou les sociétés, c'est que le jeu est un sujet vraiment, un objet d'étude très transversal qui permet d'aborder beaucoup de problématiques à la fois historiques mais aussi très contemporaines. Ouais, je suis entièrement d'accord. Qu'est-ce qui va ponctuer vos prochains mois, semaines, voire années en tant que chercheur? Peut-être des choses sur le jeu? Oui, alors pour ma part, j'ai commencé l'année avec une autre publication sur les jeux à laquelle je tiens parce qu'elle s'est faite en collaboration avec un collègue sénégalais, Ababacar Fall, et une collègue ivoirienne, Marthe Kofi. Et dans la revue Afrique contemporaine, on a publié un article sur la question de l'essor des jeux d'argent dans les villes d'Afrique de l'Ouest, notamment à Dakar et Abidjan, qui est paru là au début de cette année. Et dans cette dynamique, on va continuer à travailler ensemble
sur la question des Jeux en Afrique de l'Ouest, en organisant, si le contexte le permet, parce qu'évidemment, tout est en suspension ces temps-ci, mais un séminaire à la fois d'échange, de discussion et aussi de réactualisation de nos enquêtes de terrain qui aurait lieu à Dakar à l'automne et auquel se joindrait aussi Boris. Et ce qui est vraiment très, très positif, c'est que mes collègues se sont emparés de la thématique. C'est-à-dire que le premier terrain en Afrique de l'Ouest, c'était plutôt j'ai fait appel à eux parce qu'ils connaissaient le terrain, mais ils ne travaillaient pas du tout sur les jeux d'argent. Et là, ils commencent à se dire, mais en fait, ce sujet il est vachement intéressant. Et donc, ils prennent la main sur cette thématique des jeux autour d'eux, c'est-à-dire dans leur ville, à Dakar et à Abidjan. Voilà, donc ça, c'est déjà très important. Et puis, on co-dirige avec Boris un étudiant qui travaille sur les jeux d'argent là en master sur le 7e arrondissement de Paris. Donc c'est a priori pas très attendu parce que on imagine davantage que c'est la question des jeux d'argent se pose aux franges de la capitale, dans le 93 par exemple. Ben non, là on voudrait voir justement qu'est-ce que les jeux d'argent ont à nous apprendre du 7e arrondissement. Et puis on aimerait bien aussi avancer sur ce projet sur les PMU City qu'on a commencé avec Delphine Grancher, sur lequel on a du mal à avancer, toujours un peu faute de temps, n'est-ce pas Boris? Oui, 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 moi pareil, actualité scientifique marquée également par les jeux. J'ai passé une bonne partie de mon mois de janvier à écrire un article que je viens de soumettre à une revue, donc je vous dis pas laquelle, on verra, j'espère que ce sera accepté, mais sur les jeux d'argent évidemment. Avec Marie, tiens d'ailleurs, elle n'en a pas parlé, mais on doit coordonner un numéro de la revue Carto sur les jeux là, qui devrait paraître en juillet 2021 également. Voilà, et puis ce que disait Marie, c'est que on est content de voir que d'autres chercheurs commencent à travailler sur cette question-là. Donc l'idée qu'on a un petit peu en tête, ce serait quand même que peut-être en 2022, on essaye d'organiser un colloque international pour fédérer un petit peu tous les chercheurs qui commencent au moins les chercheurs géographes qui commencent à travailler sur cette question-là. On aimerait organiser ça au campus Condorcet, faire un petit peu l'état des lieux, des forces, des gens qui travaillent dessus, voir comment on pourrait à l'avenir encore davantage structurer ce champ. Et puis, oui, moi j'ai mon HDR à rédiger, qui est sur un tout autre sujet. Donc, ce qui nous manque, c'est pas tellement les idées et l'envie de continuer à travailler sur cette thématique, mais parfois c'est un peu le temps quand même qui fait défaut malheureusement. Bon, une actualité bien riche pour tous les deux, qu'on ne manqueront pas de suivre avec vous, puis de diffuser dans les colonnes de Ludo Corpus, en texte, en vidéo. Une dernière question à vous deux. Vous mentionnez dans le livre, d'ailleurs on vous en remercie chaleureusement, le soutien du GIS pour cet ouvrage et pour ce projet. Dans vos recherches, comment on vous a aidé de façon concrète? Pour ma part, c'est simple, c'est tout simplement, j'aurais jamais travaillé sur les jeux d'argent si le GIS n'avait pas existé. Comme je le dis souvent, quand les gens me disent « mais pourquoi tu t'es intéressé au combat de coq ou à ce genre de thématique ?» C'est quand même pas très fréquent. Et je dis « mais parce que je cherchais de l'argent. » Et c'est tout bête, mais je travaillais avec une étudiante, Marie Baudin, qui a d'ailleurs réalisé un petit film qui s'appelle Haïti, la vie en jeu, qu'on peut voir sur Ludo Corpus, sur les jeux d'argent en Haïti. Mais c'était qu'un prétexte à l'origine parce qu'elle voulait repartir en Haïti en mission. On cherchait de l'argent et on a vu passer l'appel à projet du GIS et on s'est dit, tiens, pourquoi pas? Et puis derrière le prétexte, voilà, on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de choses à découvrir. Et de fil en aiguille, comme on a essayé un peu de le dire, on a ouvert des portes, commencé à tirer des fils, mais tout ça, ça n'est qu'à l'état pour l'instant de champs exploratoires, même si on a pu faire quelques états des lieux qui sont un peu finalisés. Mais enfin, globalement, tout ça, ça nous paraît encore largement en devenir. Et encore une fois, on s'est intéressé en tant que géographe, parce qu'il y a beaucoup d'autres chercheurs qui travaillent sur les jeux d'argent, mais notre entrée, elle est vraiment celle de géographe, grâce à l'existence du GIS, tout simplement, et y compris avec des rendus qui ne sont pas uniquement des articles ou des livres, mais aussi le financement de films, par exemple. Donc ça, c'est une chance parce que même si ça devient à la mode, entre guillemets, c'est-à-dire qu'on entre dans une ère où la recherche en sciences sociales s'appuie de plus en plus sur les films, c'est sûr, mais nous, on est bien contents d'avoir pu prendre
le virage assez rapidement avec le financement d'un film donc en Haïti dont j'ai parlé tout à l'heure, un autre à Chypre Nord, et puis un sur le Timor oriental. Donc voilà, ça fait à la fois sur la thématique et sur la manière de mettre en œuvre la recherche sur cette thématique. Le GIS effectivement a été plus qu'inspirant. Voilà. Ah oui, moi c'est exactement la même chose, hein. C'est-à-dire que je travaillais beaucoup sur l'agglomération parisienne et j'avais un peu envie de changer d'horizon, de diversifier mes terrains. Et c'est vrai que le GIS a été une formidable opportunité pour aller découvrir d'autres villes en réalité. Et alors, une mission comme ça, la première, c'est sur Las Vegas. Bon, on voit un petit peu les choses, on arrive à tirer les fils. Et puis une deuxième qui a été financée à Macao et une troisième. Et là, finalement, c'est ça que je trouve super dans le GIS, hein, ça nous a permis justement, là, véritablement, de sédimenter les expériences et de commencer à dire vraiment des choses importantes sur la question. Donc, c'est la possibilité d'avoir eu des financements répétés qui, quand même, est extrêmement importante et riche dans l'affaire. Ensuite, il y a le principe du montage du dossier qui est certes précis et extrêmement rigoureux dans le GIS, mais ça permet quand même d'obtenir des sommes qui correspondent à une émission très précise, sans entrer dans des logiques extrêmement démesurées, comme on peut voir dans d'autres appels d'offres, hein, sans avoir besoin de produire des résultats avant même d'avoir commencé à chercher. Donc c'est ça que je trouve intéressant aussi, c'est qu'on laisse aux chercheurs la liberté de découvrir véritablement un terrain et un sujet. J'ai trouvé ça très appréciable. Et ça ouvre quand même à des financements qui sont relativement ouverts. Donc c'est un très bon outil à taille de chercheur et non pas de consortium comme peuvent l'être, hein, les grands appels d'offres. Même si à terme, évidemment, avec maintenant l'expérience qu'on a un peu accumulée, peut-être qu'il serait bien qu'on réponde, qu'on dépose un projet ANR, etc. Mais vraiment, moi je salue ce mode de financement que je répète est à la fois très précis, très sérieux, mais en même temps rapide et qui permet d'accumuler rapidement du matériau, de faire des terrains et voilà, et de faire de la recherche tout simplement. Bah, écoutez, merci pour ces précisions, puis ces témoignages qui donnent aussi du sens aux actions qu'on mène. Donc, bah, écoutez, bonne continuation dans vos travaux. À très bientôt sur Ludocorpus, grâce à des publications d'articles, des suivis d'événements, et différentes recherches que vous pourrez faire sur le thème du jeu. Merci à vous. Ah, merci. Au revoir.